Attention, organe droite. Bonjour, je suis Sylvie Marga, évaluatrice à l'AFD et référente genre, et c'est moi qui vais avoir le plaisir d'animer nos échanges cet après-midi. Tout d'abord, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue à cette restitution publique de l'évaluation de la prise en compte du genre dans les projets de l'AFD sur la période 2014-2018. Cet événement fait suite à une première restitution interne qui s'était tenue début juillet à l'AFD à l'occasion du forum Génération Égalité. Nous souhaitons aujourd'hui partager plus largement les résultats de cette évaluation et nous sommes ravis de pouvoir le faire dans le cadre d'un nouveau format d'événement intitulé Enquête d'évaluation. Je vais commencer par vous présenter les différents intervenants qui seront présents aujourd'hui avec nous. Donc tout d'abord Thomas Melogno, directeur exécutif en charge de l'innovation, de la recherche et des savoirs de l'AFD. Bonjour Thomas. Ensuite, Karine Sage et Adrien Flichy, qui sont tous deux consultants associés de Quadro Conseil, qui est le principal bureau d'études qui était en charge de cette évaluation. Bonjour Karine et bonjour Adrien. Bonjour. Ensuite, Nathalie Ledenma, qui est directrice du département évaluation et apprentissage de l'AFD. Bonjour Nathalie. Ensuite, Valérie Huguenin, qui est directrice adjointe de la division des organisations de la société civile de l'AFD. Bonjour Valérie. Et ensuite, Philippe Galland, qui est directeur adjoint de la division lien social de l'AFD. Bonjour. Nous serons rejoints un petit peu plus tard par Marie-Hélène Loison, directrice générale adjointe de l'AFD, qui nous fera le plaisir de partager avec nous quelques remarques en conclusion de nos échanges. Et malheureusement, Elisabeth Hoffmann, qui est enseignante et chercheure à l'Université de Bordeaux-Montaigne et qui a eu l'honneur de présider les travaux de notre groupe de référence d'évaluation, ne peut être présente parmi nous aujourd'hui. Elle est dans l'avion, mais nous diffuserons son message d'introduction sous forme de vidéo. Donc avant de démarrer, je veux vous donner quelques règles du jeu. Donc nous avons aujourd'hui 1h30 ensemble. Nous entendrons pendant les premières 45 minutes de l'événement une série d'interventions qui commencera par la prise de parole de Thomas Melogno. Nous aurons ensuite une demi-heure de débat lors de laquelle nous répondrons à vos questions. Questions que vous pouvez dès à présent poser par écrit dans le chat, dans l'onglet questions de la plateforme Livestorm. Donc, si vous regardez, c'est à droite de votre écran. Vous avez un premier onglet qui dit chat et un deuxième qui dit questions. Et donc, vous pouvez poser vos questions dans cet onglet questions, mais vous pouvez aussi liker les questions qui sont posées par les autres. Et dans l'autre onglet du chat, nous allons dès à présent ajouter deux liens. Le premier vers le rapport complet de l'évaluation et le second vers la page du site internet de l'AFD qui est consacrée à l'évaluation du genre. Sans attendre, je passe la parole à Thomas Melogno pour l'introduction de ce débat. À toi Thomas. Merci beaucoup Sylvie. D'abord, je voudrais saluer le travail que tu as effectué avec les consultants et collègues de Cadran Conseil. Donc, c'est vous qui avez fait l'essentiel du travail qui va être présenté aujourd'hui. Comme vous ne vous remercierez peut-être pas vous-même, je le fais ici. Deuxième chose, indiquer que cet exercice se situe dans un exercice important de transparence que l'on souhaite faire à l'AFD. Vous pouvez sur le site internet retrouver la totalité de nos évaluations. Aujourd'hui, on se situe dans le cadre d'une évaluation à champ large, c'est-à-dire autour d'une grande thématique avec des projets qui peuvent être ensuite divisés, j'allais dire analysés individuellement. Sur notre site internet, vous pouvez retrouver à la fois ces analyses de grande portée ou bien des analyses au niveau des projets. Et on est très heureux que vous soyez aujourd'hui nombreuses et nombreux à participer à cet événement. J'espère qu'il y aura des questions, des bonnes questions d'abord, et puis des questions piquantes, vives, qui vont pouvoir nourrir cet exercice de débat. Sylvie l'a indiqué à l'instant, on est dans une actualité très importante, très dense
sur les sujets d'égalité entre les femmes et les hommes, d'égalité de genre. Il y a 3 mois à peine se tenait le forum Génération Égalité. L'exercice qui vous est proposé aujourd'hui porte sur une évaluation des projets et de la stratégie principalement qui valait pour la période 2014-2018. Donc évidemment, on porte un regard rétrospectif, mais tout en étant parfaitement conscient qu'il y a une actualité très dynamique et que beaucoup de choses se sont passées depuis 2018 aussi. Ceci dit, quitte à faire un peu d'anachronisme, c'est toujours pas inutile de regarder avec les yeux d'aujourd'hui ce qu'on pouvait faire hier, en tout cas dans un passé récent. Pour mémoire, l'AFD a adopté sa dernière stratégie en 2018 avec l'ambition d'être 100% lien social et dans cette volonté de contribuer, de préserver le lien social, l'égalité entre les femmes et les hommes, évidemment, fait partie des priorités au plus haut de l'agenda de l'AFD. Deuxième remarque, on va vous présenter une analyse qui s'appuie à la fois donc sur une stratégie et puis le portefeuille des actions de l'AFD qui vient en miroir de cette stratégie. Donc là encore, vous pourrez commenter, réagir sur ces 2 aspects. Dernier élément, peut-être pour le débat, l'AFD a l'ambition d'être une agence féministe. Vous le savez sans doute, la France elle-même a décidé d'adopter une diplomatie féministe. Et pour être tout à fait transparent, c'est un agenda qui va nous occuper pendant plusieurs années. Et donc, je serais très curieux de vous écouter pour savoir ce que vous attendez d'une diplomatie féministe, en quoi elle ne l'est pas encore aujourd'hui et comment elle pourra être plus performante demain. Dernier élément d'actualité, puisqu'il y en a beaucoup, la loi développement qui vient d'être adoptée au Parlement français prévoit d'augmenter encore l'ambition des engagements et des actions de l'AFD en matière de l'égalité femmes-hommes. Donc là encore, c'est évidemment aujourd'hui un exercice rétrospectif, mais avec une volonté de changer les stratégies, les projets de l'AFD et de faire mieux demain que nous n'avons fait hier. Donc sans plus tarder, je vais passer la parole à l'équipe externe à l'AFD qui a réalisé cette évaluation en la remerciant à nouveau de nous avoir accompagnés pendant plusieurs mois. Merci beaucoup pour ces mots d'introduction, Thomas. Donc, c'est là qu'on va donner la parole virtuellement à notre présidente de groupe de référence qui est dans l'avion, Elisabeth Hoffmann. Donc, on va vous passer son message d'introduction sous forme de vidéo. Bonjour. D'abord, je m'excuse de ne pas pouvoir être avec vous en direct. J'aurais bien aimé. Mais bon, le télescopage des agendas de la rentrée, tout le monde connaît ça, je pense. Bon, on arrive au bout d'une évaluation du cadre d'intervention transversale genre de l'AFD. Et j'ai eu le plaisir de présider le comité de référence pour cette évaluation, un exercice vraiment très enrichissant pour moi. C'est une évaluation de genre. Une évaluation sur le genre, c'est toujours quelque chose de complexe. D'une part, parce que le genre, finalement, c'est quelque part une triptyque. C'est une thématique qui malheureusement est encore souvent un peu réduite à un certain secteur de la population, notamment les femmes et les filles. Mais en tous les cas, c'est une thématique qui en soi peut être un objectif d'un projet, d'un programme, d'une politique publique, etc. C'est aussi une approche méthodologique qui est focalisée sur la prise en compte des rapports sociaux, des rapports de domination ou de subordination socialement construits et qui sont influencés par justement les identités féminines, masculines, etc. C'est aussi un engagement militant pour beaucoup d'entre vous aussi, j'en suis certaine. Un engagement pour plus d'égalité, plus de justice, un engagement féministe, même si c'est un terme qui aujourd'hui est utilisé un peu à toutes les sauces. En tous les cas, le genre est complexe parce que ça nous touche toutes et toutes, non seulement dans nos sphères professionnelles, mais jusqu'à dans nos sphères privées. Et ça le rend un sujet sensible. Ça peut même interroger implicitement, plus qu'explicitement, notre sphère intime. Donc forcément, c'est souvent un peu gênant, pas toujours confortable, notamment quand on essaye de déconstruire un peu ce qui se passe. Donc, sujet complexe qui a fait l'objet de cette évaluation participative, ce qui était vraiment
très bienvenue. Donc, c'était plus qu'un bilan qui a donné lieu à des recommandations. Hein. C'était un processus complexe, compliqué, dans la crise sanitaire, etc., de mise sur agenda du genre dans l'institution AFD. C'est comme ça que je l'ai vécu. Du coup, tout ce processus a vraiment alimenté une dynamique très positive, très constructive. Et je tiens vraiment à saluer et à remercier toutes les personnes qui sont impliquées et qui ont montré un engagement vraiment riche et qui m'a beaucoup rassurée aussi sur les avancées concernant le genre au sein de l'AFD. Là, pour la période post-évaluation, je vous souhaite surtout beaucoup de courage et de force et d'utiliser cette évaluation avec ces recommandations à bon escient pour entraîner les collègues dans cette dynamique positive, votre hiérarchie, l'institution dans son ensemble, hein, le paquebot AFD, qui est quand même une banque de développement. C'est un chantier qui a à peine démarré avec cette évaluation, ou disons plutôt l'évaluation était un des points forts d'un chantier qui a démarré il y a quand même une dizaine d'années, je dirais. Bonne restitution et bon genre à l'AFD. Merci. Voilà, merci Elisabeth. Donc juste avant de passer la parole à Karine Sage de Cadran Conseil pour démarrer la présentation des résultats de l'évaluation, je voudrais juste redire à tous les participants, merci d'être là. Vos questions sont les bienvenues. Si vous pouvez privilégier, s'il vous plaît, l'onglet questions pour poser vos questions plutôt que le chat, ça nous permettra vraiment de les voir. Ça sera beaucoup plus facile pour nous. Si vous voulez bien utiliser le petit onglet questions pour poser vos questions, ça nous aidera à y répondre. Merci d'avance. Donc, Karine, c'est à vous. Merci beaucoup Sylvie et bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment ravie de partager avec vous le fruit de ce travail. Je vais m'appuyer sur une présentation dont on va vous fournir le lien dans le chat. Et qui s'affiche à l'écran. Donc l'idée de cette restitution qui est forcément sélective, donc vous n'hésiterez pas à nous demander des approfondissements au moment de nos échanges ou dans les questions. C'est revenir sur ce dont on parle, les enseignements auxquels on a abouti et puis les recommandations qui émergent de ce travail. Donc une présentation en 3 temps. Alors de quoi parle-t-on? De quoi parle cette évaluation? La commande était d'évaluer la prise en compte du genre dans les projets de l'AFD. Cette façon pour l'AFD de prendre en compte le genre est cristallisée dans un document qui s'appelle le cadre d'intervention transversale genre et réduction des inégalités hommes-femmes qui vous est donné en lien également dans le chat et qui a été adopté en mars 2014. Donc c'est à la fois il y a très longtemps, il y a 7 ans et en même temps pas forcément très longtemps quand on considère les changements structurels qu'une telle thématique est susceptible d'entraîner. Ce site genre, originellement, donc vous pourrez le consulter s'il vous intéresse. Maintenant, le document stratégique qui est en vigueur, c'est effectivement la stratégie lien social qui était mentionnée tout à l'heure par Thomas Melogno. Cette première formulation stratégique de l'AFD reposait notamment sur 3 indicateurs de suivi phares, donc 3 objectifs quantitatifs dont l'évaluation a démontré qu'ils avaient constitué des leviers vraiment puissants pour mobiliser l'agence. Donc 100% des projets de l'AFD renseignés selon le marqueur CAD de l'OCDE, 50% des projets notés CAD 1 et CAD 2. On pourra revenir sur ces définitions en question et dans le chat si vous le souhaitez. Et 90% des chefs de projet, des managers de l'AFD formés ou sensibilisés sur le genre. Donc un triptyque marquant de ce premier document stratégique et dont on a montré que ces éléments quantitatifs avaient été également très efficaces. Donc j'ai malheureusement pas le temps de revenir en détail sur ce que l'AFD a fait dans le cadre du déploiement de ce cadre d'intervention transversale. Je vais mentionner simplement les réalisations principales.
Donc, opérationnellement, la mise en œuvre de cette stratégie s'est déployée avec un réseau de référents genre, à la fois au siège, dans les divisions géographiques, techniques, et puis en agence. Un exercice et une systématisation d'une notation genre des projets, donc en utilisant l'outil CAD de l'OCDE, avec lequel vous êtes probablement nombreux et nombreuses à être familiers. Une production méthodologique avec une production d'outillage méthodologique, donc des boîtes à outils sectorielles coproduites avec les équipes concernées. Ça veut dire quoi? Prendre en compte le genre dans mes projets transport, dans mes projets agriculture. Ce sont des boîtes à outils qui sont disponibles en libre service encore aujourd'hui sur le site internet de l'AFD, et des profils pays territoire de la même façon. Qu'est-ce qu'on sait ou comment est-ce qu'on travaille sur le genre au Sénégal, en Asie, en Méditerranée, etc. Donc ça, c'était pour l'outillage méthodologique. Le site s'est également déployé avec un incontournable de ce type de stratégie, des actions de sensibilisation et de formation, et puis de la communication interne et externe. Alors voilà, pour quelques éléments qui permettent de planter le décor de ce qu'on a regardé dans cette évaluation. Alors, la démarche d'évaluation à proprement parler, pour revenir à la commande qui était faite par l'AFD, donc le champ de l'évaluation, c'était bien de se baser sur ce document stratégique et puis de regarder à la fois le portefeuille des projets financés par l'agence et puis l'organisation interne mise en place pour répondre aux enjeux de genre. Et on est sur un champ temporel qui est 2014-2018, ce qui finalement, là, aujourd'hui, en 2021, nous place avec un regard très rétrospectif, puisqu'il s'est passé des choses en 2019, 2020 et encore cette année, mais ce qui a permis à l'évaluation aussi d'accompagner la stratégie ou le renouveau de l'intervention genre de l'AFD suite à cet exercice stratégique. En termes de finalité, j'aimerais souligner le fait que l'AFD a souhaité réaliser une évaluation vraiment tournée vers l'apprentissage. C'est pour ça qu'on a réalisé une évaluation très participative avec un comité de pilotage d'une 50aine de personnes qui a ouvert vraiment un espace de réflexivité collective, qui a constitué un espace de reconnaissance du travail accompli, des efforts fournis par les équipes. Je pense notamment à celles qui ont lancé et conçu le CIT et qui se sont parfois épuisées, comme c'est souvent le cas sur cette thématique, quelle que soit l'organisation. Et un espace aussi d'identification collective des efforts qui restent à accomplir. C'est toujours plus confortable pour une évaluatrice, de mon point de vue, de viser l'apprentissage et que uniquement le rendre compte, des finalités qui ne sont pas incompatibles, parce que l'objectif d'apprentissage pose une certaine humilité qui est nécessaire sur ce sujet et sur cette, vu la complexité du paquebot AFD, comme le décrivait Elisabeth Hoffmann, une capacité du coup à distinguer ses réussites et ses insuffisances, de les assumer, y compris dans le cadre d'une restitution publique, comme nous le vivons aujourd'hui, ce qui est assez rare pour être souligné, au service d'une volonté d'apprendre et de faire mieux. Donc on a 5 questions d'évaluation qui sont détaillées sur le support, un questionnement assez ambitieux qui a été formulé là aussi de façon participative lors d'un travail collectif sur ce qu'on appelle la logique d'intervention. Donc c'est le schéma suivant, les évaluateurs et évaluatrices présents sont familiers avec ce type de schéma. L'idée était de se dire, si le site genre a réussi, qu'est-ce qu'on devrait observer au sein de l'agence et au-delà? Donc, si tout a bien marché, on devrait avoir des équipes AFD, et c'est les petites boîtes en orange que vous pouvez consulter si vous avez téléchargé le document. On a des équipes qui ont connaissance de la démarche, qui ont des connaissances et des compétences nécessaires pour pouvoir travailler sur le genre et qui modifient leurs pratiques professionnelles. Et ça se ressent sur les consultants, sur les contreparties, en particulier les contreparties publiques, et puis, in fine, sur les bénéficiaires des projets et notamment les femmes. Donc, on est sur une chaîne d'effets attendus qui est très longue et force est de constater que notre évaluation, même si elle a inclus notamment une analyse quantitative de plus de 1200 projets et qualitative d'une 40aine de projets, nos enseignements vont se concentrer principalement sur le cœur du logigramme, c'est-à-dire comment est-ce que l'agence est parvenue et à quelles conditions à transformer ses pratiques professionnelles.
Si vous souhaitez parler méthodologie, vous n'hésitez pas à nous poser des questions sur le sujet. Vous verrez dans ce schéma sur la méthode qu'on est sur voilà, une évaluation très participative avec une concertation très étroite avec le comité de pilotage qui a challengé et mis à l'épreuve l'ensemble des productions de l'équipe d'évaluation pour aboutir à un produit qui est véritablement partagé aujourd'hui. Je n'en dis pas plus en termes introductifs et on passe à l'essentiel du rapport et de la démarche d'évaluation avec les enseignements et je passe la parole à mon collègue Adrien Flichy pour ce faire. Merci beaucoup Karine. On va vous présenter désormais les principaux enseignements de l'évaluation qui sont structurés autour des 5 questions que Karine vous a présentées en introduction. Donc on va commencer par la question qui était vraiment la question centrale de cette évaluation, le cœur de la logique d'intervention, qui était d'essayer de voir finalement ce que cette stratégie avait pu impulser comme changement au sein de l'agence et donc au sein de l'AFD. Les hypothèses qu'on faisait, et donc à partir de la logique d'intervention, c'était de voir si on observait une amélioration des connaissances, des compétences sur le genre, un changement d'attitude, une prise de conscience et in fine des changements de pratique, notamment au niveau des projets de l'AFD. Le principal enseignement, c'est qu'on a bien une amélioration significative des connaissances et des compétences. On a bien une prise de conscience accrue du fait que intégrer le genre dans les projets de l'AFD, désormais, c'est plus véritablement une question. Et ça s'explique principalement par l'effort de sensibilisation et de formation qui a été réalisé. On a environ 85% des équipes opérationnelles qui ont été formées à l'horizon en 2017, un petit peu moins en réalité, puisqu'on a probablement des gens qui ont bénéficié à la fois de sensibilisation et de formation. On a eu un rôle très important qui a été joué également par la division AES, notamment un rôle de plaidoyer très fort, et le développement d'un certain nombre d'outils méthodologiques et le fait que les responsables d'équipe projet ont pu assez vite s'appuyer sur des exemples très concrets, ce qui a contribué aussi à cette prise de conscience. Cette prise de conscience et cet effort de formation, il concerne davantage le siège que le réseau des agences et davantage les responsables d'équipe projet que les managers. Donc, finalement, d'un point de vue je dirais de redevabilité, ce qu'on observe, c'est qu'on a donc bien des objectifs quantitatifs qui sont atteints. Karine évoquait tout à l'heure donc les 90% de personnes formées et cet objectif central de la stratégie qui était d'avoir 50% de projets sensibles au genre au stade de la conception qui est atteint en 2018 puisqu'on a 49% des projets qui sont dits donc CAD 1 et 2. Le fait d'avoir atteint cet objectif quantitatif, néanmoins, ça cache un certain nombre de différences importantes entre les secteurs d'intervention de l'AFD. Le premier point, évidemment central, c'est le rôle de la division organisation de la société civile qui a vraiment tiré vers le haut, finalement, notamment sur le début de la période, le nombre de projets sensibles au genre au stade de leur conception, puisqu'on a 42% des projets CAD 1 et 2 qui relèvent de la division OSC, alors que la division OSC, c'est un peu plus d'un quart des projets de l'AFD, en tout cas sur le périmètre de redevabilité du CIT genre. Au sein donc de la division des opérations, on a donc des pratiques qui sont encore très variées, avec un certain nombre de secteurs où on a une part de projets dits sensibles au genre qui est supérieure, voire largement supérieure à 50%, et d'autres secteurs d'intervention où cette part atteint plutôt 20 ou 10%. Comment est-ce que ça s'explique? Ça s'explique par une certaine antériorité sur le genre, si on pense aux divisions éducation, aux divisions santé. Et c'est d'ailleurs une des explications aussi pour expliquer la prise en compte du genre dans les projets OSC, c'est le fait que finalement, c'est une division qui travaillait déjà sur le genre avant le CIT, et une division aussi qui a pu s'appuyer sur des partenaires, les ONG, qui disposaient d'une expertise pour certaines déjà très très importante sur ces sujets. L'autre facteur qui explique la prise en compte croissante du genre de façon générale, c'est notamment le renouvellement des équipes, le fait qu'on a eu une arrivée progressive de personnes qui étaient peut-être davantage sensibilisées ou formées à ces questions. Et puis, c'est également le rôle de la division AES, puis de la cellule lien social, et puis de façon très rassurante, le rôle de la formation. Quand on interroge finalement les responsables de projets qui pilotent des projets CAD 1 et 2, une très large majorité ont été formés sur le sujet.
Au-delà de l'intégration du genre dans les projets, on a essayé, dans le cadre de cette évaluation aussi, d'analyser un portefeuille de stratégies de l'agence, que ce soit des stratégies sectorielles ou des stratégies géographiques. Concrètement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de regarder comment le genre était pris en compte dans 2 générations de stratégies, idéalement avant et après le CIT, au regard de 4 principaux critères, l'intégration du genre dans le contexte, dans les objectifs, les modalités opérationnelles et dans le système de suivi. Ça nous a permis de concevoir un petit système de notation des stratégies de l'AFD au regard du genre. Quels sont les principaux enseignements qu'on en a tirés? C'est le fait que finalement, on a une croissance, si on regarde la notation globale, donc la notation sur 4 points. Globalement, on a une prise en compte du genre qui progresse dans les stratégies de l'agence. On en a analysé une vingtaine et on en a 18 pour lesquelles on a une progression. Et pour la moitié de ces stratégies, c'est une progression significative, une progression sur 3 ou 4 critères. Ça s'explique par une implication des référents genre et qui ont pu ensuite alimenter un dialogue avec la division AES, la naissance véritablement d'une véritable communauté de pratique autour du genre qui a été impulsée notamment au démarrage du CIT, et puis l'appui sur un certain nombre d'outils méthodologiques qui ont pu être développés aussi pour favoriser la prise en compte du genre dans les stratégies. Au-delà de l'analyse quantitative, Karine l'évoquait en introduction, on a essayé également de réaliser une petite analyse qualitative de la prise en compte du genre dans un échantillon de projets. Donc, c'était 36 projets pour être exact, donc 20 projets CAD 1 et 16 projets CAD 2. Quels sont les principaux enseignements qu'on en retire? Tout d'abord, le fait que dans les projets CAD 1, donc les projets pour lesquels le genre est un objectif secondaire, alors que pour les projets CAD 2, c'est véritablement la raison d'être du projet, on a 6 projets sur 10 qui incluent une action spécifique en faveur de l'égalité femmes-hommes. Le plus souvent, c'est une action sont des actions qui vont prendre la forme de sensibilisation des opérateurs à cet enjeu, mais on peut avoir des actions qui sont aussi plus ambitieuses et notamment des actions en faveur de la participation des femmes. Sur la fin de la période, avec le lancement des plans d'action genre en 2018, on voit que c'est véritablement ça a constitué une bonne pratique importante qui a permis d'impulser, de favoriser la prise en compte du genre dans la conception des projets. Pourquoi? Parce que qui dit plan d'action genre dit budget dédié à cette question-là, et puis également la possibilité du coup d'avoir recours à une expertise externe associée sur le genre. Au niveau du suivi, on a un projet sur 2 qui inclut des indicateurs désagrégés par sexe dans leur dispositif de suivi. Et on a regardé également un petit peu à partir des évaluations disponibles. Et on a aussi à peu près une évaluation sur 2 qui va comprendre un questionnement sur le genre. Un questionnement sur le genre, ça peut être de nature très différente. Ça peut être un questionnement transversal ou ça peut être une vraie question d'évaluation. Et évidemment, derrière, les conséquences ne sont pas forcément les mêmes et on ne va pas forcément retrouver le même contenu dans les rapports finaux. Ce qui est important de préciser, c'est que donc on a des objectifs quantitatifs qui sont atteints, malgré le fait que finalement on a eu des ressources humaines relativement limitées qui ont été allouées au pilotage de la stratégie, entre un peu moins de 2 ETP et moins de 1 ETP à partir de 2017, ce qui a amené à une réflexion sur le rôle notamment de la division AES dans le pilotage de cette stratégie, et un portage également relativement limité par la direction générale et le top management de l'AFD en comparaison d'autres enjeux, par exemple le climat. On passe désormais à la deuxième question et finalement, vous verrez, si vous avez l'occasion de regarder le rapport final, la logique est un petit peu la même. On a essayé d'observer les changements sur un autre public cible. On vous a parlé de l'AFD et du personnel de l'AFD. On faisait l'hypothèse que cette stratégie genre, elle était susceptible aussi d'impulser des changements chez les contreparties. Pour faire le lien avec la question précédente, si on a observé une bonne appropriation du CIT genre au siège, une montée des connaissances et des compétences, c'est beaucoup moins le cas dans le réseau des agences où on a un plus faible niveau d'appropriation de la stratégie genre. Et ça a des conséquences évidemment sur le dialogue avec les contreparties et ça entraîne des difficultés finalement pour engager un dialogue avec les contreparties sur ce sujet. Ce qui fait que quand on interroge concrètement ces contreparties, elles ont généralement une connaissance très limitée de la stratégie genre de l'AFD, encore une fois à l'exception des ONG.
On a essayé d'identifier un petit peu finalement quelles sont les conditions de succès, les principaux leviers sur lesquels on peut s'appuyer pour favoriser l'intégration du genre au niveau de la conception des projets. Tout d'abord, donc, il y a un certain nombre d'instruments financiers qui sont plus ou moins favorables, et donc notamment le recours aux subventions. On a la question, on s'inscrit dans une dynamique partenariale, et donc évidemment du climat de confiance, de l'ancienneté de la collaboration entre l'AFD et la contrepartie. Un autre élément facilitateur, c'est le cadre légal ou institutionnel dans le pays dans lequel le projet est mis en œuvre. Et ça, c'est intéressant parce que c'est intéressant à double titre. C'est à la fois un argument motivant pour la contrepartie et c'est également un levier qui peut limiter l'autocensure à l'AFD, puisque finalement, ce qui ressort de l'évaluation, c'est que dans un certain nombre de cas, vous avez des collègues qui ne se sentent pas forcément légitimes pour intervenir sur le genre dans un pays. Les deux derniers leviers, c'est le fait que vous vous inscrivez souvent dans différentes générations successives de projets. Et donc, ici, il y a une place pour l'évaluation. Et quand on a l'évaluation qui pointe un certain nombre d'enjeux sur le genre, c'est intéressant. Et enfin, le recours à une expertise externe et à un opérateur externe qui peut lever les freins et, je dirais, rassurer la contrepartie dans la façon dont elle va être accompagnée pour progresser sur le genre. Dernier public cible qu'on a regardé, c'était également le fait de se dire que cette stratégie a été susceptible d'impulser des changements sur les pratiques des consultants qui interviennent directement sur les projets, que ce soit à l'étape de la conception, par exemple par la réalisation d'études de faisabilité, sur un accompagnement à la mise en œuvre des projets ou dans l'évaluation de ces projets. Globalement, on a une incidence qui est assez limitée et ça s'explique principalement par le fait que finalement le genre est encore assez peu présent dans les termes de référence des projets aux différentes étapes que j'ai évoquées précédemment. Finalement, qui sont les consultants qu'on a interrogés qui ont une bonne connaissance de la stratégie genre de l'AFD? Ce sont soit des experts genre ou des consultants qui sont très fréquemment sollicités par l'AFD. Néanmoins, ce qui est intéressant, c'est de souligner que cette injonction à la prise en compte du genre, elle fonctionne dans les termes de référence quand ces termes de référence vont exiger finalement des compétences spécifiques sur le genre. Et ici, on peut avoir le cas de consultants qu'on pourrait appeler des consultants convertis finalement sur le genre, qui vont aller chercher une expertise externe et potentiellement renforcer également leurs compétences sur ce sujet. Deux dernières questions donc posées par l'évaluation. La première, c'était la question de l'adéquation finalement des objectifs, que ce soit les objectifs stratégiques ou des modalités opérationnelles des projets, aux bénéficiaires des projets. Ici, on s'est appuyé essentiellement sur une analyse qualitative donc d'une trentaine de projets et puis 3 études de cas également qu'on a pu réaliser. Un point qui est un élément de surprise, et ça a d'ailleurs limité un petit peu la qualité de l'analyse qualitative qu'on avait réalisée, qui était centrée notamment pas mal autour des études de faisabilité finalement sur le genre. Et finalement, ce qui ressort sur la période 2014-2018, c'est qu'il y a encore un faible recours aux études de faisabilité, et donc ça limite évidemment la possibilité d'expliciter les besoins des bénéficiaires, que ce soit des hommes ou des femmes. Néanmoins, ce qui est intéressant de souligner, c'est que quand on regarde un petit peu quelles sont les actions qui sont mises en œuvre, on a une part importante de projets où on a des actions spécifiques qui sont déployées, notamment à destination des femmes, et notamment pour encourager la participation des femmes au projet. Un autre point, et ça correspond à l'exemple que vous avez dans l'encadré, c'est le fait que quand on a une analyse de besoin qui n'est pas faite au stade de la conception, ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas être faite au stade de la mise en œuvre. Et on a un certain nombre de projets où finalement, une des premières étapes de la mise en œuvre, ça va être d'aller plus loin sur l'analyse des besoins des bénéficiaires. Enfin, on a essayé de regarder aussi les projets où on avait une présentation de données de contexte relatives aux rapports sociaux de genre. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve évidemment beaucoup plus dans les projets 4.2, les projets dont la raison d'être est vraiment centrée pour des questions de genre, que dans les projets 4.1. À partir des 2 études de cas qu'on a pu réaliser, donc en interrogeant indirectement des bénéficiaires,
des femmes dans des entreprises en Turquie, et puis des hommes et des femmes qui participaient à des actions communautaires en Côte d'Ivoire, actions communautaires déployées dans le cadre du projet C'est la vie, hein, donc c'est une série autour de la question de la santé sexuelle et reproductive, pardon. Donc ces études de cas, elles valident bien hein, globalement le fait que ces projets 4.2, on a des objectifs stratégiques qui sont bien en adéquation avec les besoins des bénéficiaires et des modalités opérationnelles également. En revanche, à l'issue de l'évaluation, on a trop peu d'éléments pour véritablement formuler une conclusion sur les projets 4.1 à ce niveau-là. Pour terminer, dernière question très ambitieuse posée par l'évaluation, c'était finalement l'impact des projets hein, sur le terrain, l'impact des projets sur la dynamique des rapports de genre et l'égalité femmes-hommes. Avant de parler d'impact, on s'est intéressé un petit peu à la mise en œuvre des projets et finalement, on a essayé d'identifier quelles étaient les conditions susceptibles de favoriser finalement le plus d'effets à ce niveau-là sur le terrain. C'est tout d'abord, et on en a déjà parlé, hein, le fait de s'appuyer sur des opérateurs disposant d'une expertise genre spécifique, notamment des ONG, ou d'organiser, d'avoir des projets qui ont mis un accent particulier sur la sensibilisation de ces opérateurs. Et encore une fois, c'est des choses qu'on a pu voir, par exemple, dans les études de cas. Vous avez ici un encadré sur le projet C'est la vie. Ce qui est très rassurant, c'est que finalement, on a ce que j'ai précisé précédemment, il y a une bonne part de projets où on a des actions spécifiques qui étaient prévues au stade de la conception sur le genre. Et ce qui est très rassurant, c'est que dans une écrasante majorité de projets, ces actions sont bel et bien mises en œuvre. Voilà, donc c'est ce qui mérite quand même d'être souligné. Enfin, au niveau des impacts, qu'est-ce qu'on a pu dire? Et donc, ici, hein, de façon très très synthétique, finalement, quand on regarde les projets CAD 1, une des limites centrales, c'est que les questions de genre sont rarement explicitées dans les objectifs spécifiques des projets. On n'attend pas que ce soit le cas dans les objectifs généraux des projets, mais c'est rarement le cas également dans les objectifs spécifiques. Et ça, du coup, ça a un effet pervers. L'effet pervers, c'est que derrière, le genre est absent des cadres logiques. Et que derrière, finalement, s'il y a une évaluation qui est lancée, il n'y a pas forcément d'investigation qui est lancée et qui est réalisée sur cette question-là. Et donc, on a souvent des évaluations qui sont de projet 4.1 qui sont assez pauvres au regard du genre. À l'inverse, et c'est ce qu'on montre hein, dans le rapport final, en essayant d'expliciter les effets sur les dynamiques de rapport de genre de projet 4.2, on a des évaluations qui sont évidemment pensées, centrées autour de cette question-là. Et si on prend les deux projets qui ont fait l'objet des études de cas, les études de cas valident le fait qu'on a bien des effets positifs sur les connaissances, les attitudes et les pratiques des bénéficiaires, en s'appuyant notamment sur des enquêtes, une enquête dite CAP, hein, où on va mesurer les niveaux de connaissances, les changements d'attitude et les changements de pratique des bénéficiaires. Voilà, je te repasse la parole, Karine, pour les recommandations. Merci Adrien. J'espère que vous arrivez à suivre car c'est beaucoup d'informations accumulées en près de 2 ans d'études qu'on tâche de vous transmettre et de partager avec vous aujourd'hui. Si on se tourne vers l'avenir et qu'on regarde les recommandations qui sont issues de l'évaluation, qui ont à nouveau ici été co-construites avec le comité de pilotage d'une façon très large et écrite avec lui. Elles sont donc elles s'articulent autour de 5 grands axes. Le premier axe, c'est consolider les fondements stratégiques de l'engagement et de l'intervention de l'AFD en faveur du genre. L'AFD a écrit le site genre il y a 7 ans. Aujourd'hui, maintenant que l'AFD s'affiche comme une agence féministe, quelle est sa stratégie genre? Quels sont les objectifs quantitatifs forts, nouveaux, actualisés, probablement plus détaillés, dont on suggère qu'ils portent à la fois sur les 4.2 et sur les 4.1 pour maintenir à la fois une action de gender mainstreaming, d'intégration, de transversalisation et développer des projets spécifiques. Comment est-ce qu'on les décline au niveau géographique, au niveau sectoriel pour que tout le monde puisse être tiré vers le haut et qu'on prenne en compte aussi l'endroit d'où chacun démarre. Et puis progresser, faire un pas de plus aussi en termes conceptuels sur la question
est-ce qu'on parle de genre, est-ce qu'on parle de mixité, est-ce qu'on parle d'égalité femmes-hommes, comment est-ce qu'on traite les questions liées à l'intersectionnalité, etc. Une condition nécessaire de légitimité et de crédibilité, donc ça ne faisait pas partie du périmètre de l'évaluation, mais qu'on souligne et qui a été souligné par les acteurs, c'est qu'en interne, il faut que l'AFD ait une gestion des ressources humaines égalitaire, inclusive et transparente, et qu'elle puisse en rendre compte auprès des contreparties et des porteurs de projets à qui elle s'adresse. Assurer une bonne prise en compte du genre dans les stratégies sectorielles et géographiques, et puis renforcer l'articulation entre les priorités genre et climat, pas tant que cette articulation ne soit pas déjà pensée, parce qu'il y a des travaux très intéressants de l'AFD qui ont été publiés à ce sujet, mais plutôt ou surtout pour rompre avec le sentiment qu'il pourrait y avoir, à la fois en interne et en externe, d'un rapport de concurrence entre le climat et le genre, qui n'est pas propre à l'AFD, hein, qu'on retrouve dans d'autres organisations. Deuxième axe, renforcer le portage de la priorité genre par tous les niveaux de management. Toutes celles et ceux qui travaillent sur le genre savent que la question du portage est toujours cruciale. Ce qui est préconisé à l'issue de cette évaluation, c'est de formaliser la mobilisation de la direction générale dans le déploiement de la stratégie genre, avec un comité de pilotage annuel, par exemple, et puis des experts miroirs et des expertes miroirs qui pourraient être les garants de la mise en œuvre réelle des ambitions féministes de l'AFD. Favoriser la formation des managers sur le genre et la façon dont eux l'intègrent véritablement dans leur feuille de route individuelle et dans la façon dont ils dialoguent avec leur équipe. Donc ça va toucher aussi au mode de management, aux modalités d'évaluation individuelle, ce genre de choses. Un troisième axe vise la mobilisation des agences dans l'identification des projets et le dialogue avec les contreparties. Adrien vous a expliqué que c'était un maillon plus faible de la chaîne de prise en compte du genre dans les projets de l'AFD. Donc là, il y a une nécessité d'accentuer la mobilisation à cette échelle très locale. On propose dans les recommandations que les directions régionales, plus récemment créées par l'AFD, puissent être des opérateurs forts et structurants en la matière, notamment vis-à-vis du réseau des référents genre de l'agence. Et puis, renforcer l'outillage des équipes des agences dans le dialogue avec les contreparties, à la fois sur les formes de soutien, donc les incitations financières, les bonifications, la question de la compétence plaidoyer, ça veut dire quoi? Dialoguer avec une contrepartie sur le genre, avec quelle posture, avec quel argumentaire, ou est-ce que c'est un argumentaire, ou est-ce que c'est des faits, comment est-ce que j'outille les équipes en la matière. Un quatrième axe va insister sur la formation et la capitalisation. C'était un axe stratégique déjà présent dans le site, avec des réalisations qui ont plutôt bien fonctionné. Adrien vous disait que c'est des mécanismes qui ont permis des résultats réels en la matière. Mais c'est jamais fini, c'est jamais acquis. On a fait un benchmarking auprès de SIDA, l'agence suédoise de développement, qui nous disait, bon, nous avant 2018, on pensait que le genre c'était dans notre ADN. On n'avait pas besoin de continuer à former, c'est bon, c'était acquis, y compris pour les nouveaux arrivants. Et puis ils se sont aperçus que c'était pas le cas. Et ils ont à nouveau promu comme un axe de travail très fort la formation et la capitalisation d'une façon continue, perpétuelle, notamment pour être à la hauteur, parce que SIDA l'affirme aussi, de ses ambitions d'agence féministe. La capitalisation, c'est cette même idée de nourrir les équipes et les contreparties, les porteurs de projets avec ce qui marche, ce qui marche pas. Et là, il y a un rôle tout particulier que peut jouer l'évaluation pour donner à voir des clés, des facteurs de réussite, des conditions, des configurations de choses qui font que la prise en compte du genre est efficace au service des bénéficiaires, et puis renforcer probablement les liens avec la recherche, parce qu'on sait que c'est une thématique de recherche qui bouge beaucoup et qu'il y a un vrai intérêt, au même titre d'ailleurs qu'on investit dans la recherche quand on travaille sur l'agriculture, on ne se passerait pas d'une connexion étroite avec les laboratoires qui bossent là-dessus, les chercheurs et les chercheuses. Sur le genre, c'est la même chose. Le dernier axe de recommandation, c'est renforcer la prise en compte du genre
dans les projets, et donc on vise là certaines étapes clés des projets, donc l'identification, on en a parlé avec Adrien, et puis avec ce maillon agence, toutes les équipes qui sont en contact des contreparties, comment est-ce qu'on les outille, comment est-ce qu'on initie ce dialogue. L'analyse du contexte lors de la phase d'instruction nous semble cruciale, et on recommande qu'elle soit obligatoire pour les cadres 1, réalisée grâce à un budget spécifique qui pourrait financer un contrat cadre par exemple. Et puis il y a tout cet effort à faire et cet outillage sur le suivi et l'évaluation des projets, sur les indicateurs de pilotage genre, sur les logiques d'intervention genre. Ça veut dire quoi un projet agriculture qui contribue au genre, qu'est-ce qu'on peut en attendre et comment est-ce qu'on observe tout ça pendant la mise en œuvre et comment est-ce qu'on évalue tout ça au moment de l'évaluation et comment est-ce qu'on capitalise tout ça quand on fait des méta-évaluations, on regarde ensemble les grappes d'évaluation des projets. Voilà pour les principales recommandations. Je ne rentre pas dans les détails, mais n'hésitez pas à nous poser des questions sur le chat. Et je redonne la parole à Sylvie Marga, très fière d'avoir respecté le timing qui nous était accordé. Oui, alors là, vraiment bravo, Karine et Adrien, pour le respect parfait à la minute du timing de la présentation. Donc, on a déjà pas mal de questions sur le chat. Donc, pour rester dans le ton et démarrer le débat, donc je vous propose de sélectionner tout d'abord des questions qui sont des demandes de précision sur l'évaluation. Donc la première, bon, je vois que Adrien est en train de répondre par écrit, mais je pense que la réponse intéresse tout le monde. C'est la question de Chérif Samsedine Sarr qui demande avez-vous intégré une approche spatiale géographique des projets genre de l'AFD? Y a-t-il des disparités entre les différents pays d'intervention de l'AFD par rapport à l'intégration du genre? Donc je pense que vous pouvez peut-être répondre là-dessus en faisant notamment référence à l'analyse quantique qui est annexée au rapport, mais je vous laisse répondre. Oui, merci Sylvie. Effectivement, j'allais copier les éléments du rapport, mais donc dans l'analyse quantitative, donc pour que ce soit clair, on a eu une analyse de l'ensemble du portefeuille de projets relevant du périmètre de redevabilité du CIT sur la période 2014-2018. Donc c'est 1215 projets. Et ensuite, dans ces 1215 projets, on en a 542 qui sont dits sensibles au genre, qui sont notés CAD 1 et 2. Et on a effectué donc une analyse spatiale par grande zone d'intervention de l'AFD. Et ensuite, on a été creuser un petit peu plus au niveau des pays, mettre en avant notamment les pays où on avait le plus de projets au sein de ces grandes zones d'intervention. Et on voit des disparités qui existent, mais qui sont nettement moins fortes que les disparités sectorielles, avec davantage une part de projets dits sensibles au genre qui est supérieure sur la zone Méditerranée, en Amérique latine, et qui est donc autour de 50%, 45% en Afrique subsaharienne, et puis donc légèrement inférieur de 10 points, 35% en Asie. Bien, merci beaucoup Adrien. Après, on a une autre question technique sur l'évaluation qui est celle de pourriez-vous expliquer comment ont été sélectionnées les études des cas et les projets analysés? Voilà, donc je vous laisse aussi répondre là-dessus, mais je compléterai si vous le souhaitez. Alors, donc l'idée, c'était vraiment d'avoir une approche en entonnoir, donc de partir de cette analyse quantitative, et ensuite, donc, on a eu un gap de 542 à 40 projets, principalement avec un équilibre sectoriel, donc à la fois des projets de la DOE et puis également de mémoire, une dizaine de projets de la division OSC, et puis ensuite une répartition en fonction de l'année, la date d'octroi des projets, puisqu'on sait qu'entre le début du CIT et donc entre 2014 et 2018, il y a forcément des différences au niveau des changements de pratique. Et pour terminer, au niveau de la notation, avoir à la fois des projets CAD 1, on a 20 projets CAD 1 et 16 projets CAD 2. Donc ça, c'est des critères de sélection qu'on a définis collectivement avec le groupe de référence de l'évaluation. Et ensuite, l'idée, c'était de partir de cet échantillon de 36 projets et de sélectionner 3 projets qui allaient faire l'objet d'études de cas, en permettant également à l'AFD de s'appuyer
sur un certain nombre de cas de bons projets, entre guillemets, aussi pour, à des fins d'apprentissage. On revient derrière sur la finalité centrale de l'évaluation. Et donc ici, on a eu 2 projets CAD 2 et un projet CAD 1. Une des contraintes majeures qu'on a eues dans la sélection des projets, ça a été un très long processus, hein, Sylvie pourra vous en reparler, c'est qu'on a dû mettre de côté, on a mis de côté finalement tous les projets qui allaient faire l'objet d'une évaluation en tant que telle, en se disant finalement qu'il y aurait probablement une redondance entre l'étude de cas et l'évaluation de projet. Je vous laisse compléter, Sylvie, si vous souhaitez. Non, mais c'est très bien, hein, juste pour souligner que c'est un travail collectif, hein, du groupe de référence de l'évaluation, et puis aussi une part d'échantillonnage aléatoire qui nous a permis de bâtir cet entonnoir, et on avait vraiment ce souci d'avoir des projets dans les différents secteurs d'intervention de l'AFD. C'était ce qui était un petit peu difficile dans cette évaluation, hein, c'est qu'elle concerne absolument toute l'AFD. Donc, rendre compte de l'activité de transversalisation du genre dans l'ensemble des divisions de l'AFD, voilà, c'était un gros challenge. On a une autre question qui a été likée aussi, c'est voilà, est-ce que l'évaluation a mis en exergue des difficultés dans la mise en œuvre des projets genre en termes de prise en compte des contextes en particulier? Donc là, Adrien aussi ou Karine, si vous voulez répondre plus spécifiquement sur ce point. Alors, encore une fois, c'est sur vraiment des éléments très contextuels. La difficulté, c'est qu'on s'appuie essentiellement sur les études de cas et on manque d'études de cas pour véritablement dresser des enseignements. Donc, on a voilà, des choses qui sont assez intéressantes. Hein, donc, il y a 2 études de cas sur des projets CAD 2 et un projet CAD 1 d'accès à l'eau, hein, dans la 2e municipalité de Birmanie, Mandalay, où là, on a un certain nombre de difficultés véritablement, je dirais, contextuelles, culturelles, qui sont décrites assez finement dans l'étude de cas. Mais c'est quelque chose qu'on n'a pas pu faire finalement à partir, ou très difficilement à partir de l'analyse qualitative des 36 projets, où on s'appuyait essentiellement sur de l'analyse documentaire, sur des entretiens avec les responsables d'équipe projet, mais qui étaient plus centrés sur l'intégration du genre au stade de la conception, et on a moins d'éléments là-dessus. Donc, je vais passer sur une série de questions. Donc, j'en ai vu passer 2 ou 3 qui sont peut-être un petit peu plus larges sur la stratégie genre de l'AFD et qui lient notamment le contexte particulier des pays d'intervention. Donc, on en a une là de Cindy Munoz de Handicap International Maroc qui nous dit la question du genre est souvent analysée avec des lunettes pays du Nord. Prenez-vous en compte le contexte culturel des pays pour évaluer la pertinence d'une dimension genre dans un projet? Donc là, je vais laisser donc soit peut-être Philippe Galland, soit Marie-Hélène Boison. Donc je vous laisse Marie-Hélène peut-être, parce que tu étais notamment directrice MED pour l'AFD, donc je pense que tu peux répondre à partir de ton poste actuel de directrice générale adjointe ou même de ton expérience donc au département Méditerranée sur cette question. Oui, tout à fait. Bonjour à tous et à toutes. Oui, donc effectivement, en fait, je pense que le premier point, ce qu'on peut dire, c'est que de dire on voit cette question avec nos lunettes. Bon, je veux dire, chacun évidemment part de son propre contexte culturel, etc. Mais en tout cas, ce qui est important pour nous, c'est que de toute façon, les finalités des projets, on les définit avec nos clients et avec nos partenaires. Donc évidemment, il n'est pas question d'arriver avec je veux dire, l'AFD ne fait pas de projet. Nous, on finance des projets où on accompagne des clients ou des partenaires, mais in fine, on intervient sur des projets qui sont définis par nos partenaires. Et ça, je pense que c'est l'élément important, parce qu'on peut voir la tentation du bailleur d'arriver avec ses solutions et avec ses préconisations. C'est que on reste bien effectivement, et quand on parle de cadre logique, quand on fait un cadre logique, que les finalités des projets soient bien quelque chose qui soit totalement discuté et partagé entre nous
et nos clients et nos partenaires. Ça, c'est une première chose. Après, parce que évidemment, une fois qu'on a dit ça, on a quand même envie de pousser un certain nombre de choses, d'être ambitieux et de faire bouger un petit peu les lignes. Et là-dessus, je pense qu'il faut pas s'imaginer évidemment que c'est un bailleur. C'est certainement pas l'objet de notre action qui va changer, je dirais, une société ou faire évoluer des normes culturelles ou que sais-je. En revanche, je pense que nous, notre rôle, c'est de montrer à nos partenaires quelles sont effectivement les choses qui fonctionnent ou qui fonctionnent pas, et quelles sont les solutions qui peuvent aider à faire en sorte qu'un projet en fait fonctionne mieux, corresponde mieux aux besoins des populations, soit plus pérenne effectivement parce qu'il aura pris en compte un certain nombre de dimensions et notamment en termes d'inclusivité et de concertation. Voilà, mais in fine en retenant le fait que c'est bien effectivement in fine nos partenaires qui doivent définir la finalité des projets. Voilà, je pense que c'est un point qu'il est important de garder en tête. Et puis, bien sûr, de toute façon, après, on intervient avec des jeux d'acteurs. Enfin, je me souviens d'entretiens que j'ai pu avoir avec des interlocuteurs, alors qui, parlant à des bailleurs, peuvent être extrêmement, je dirais, avec des interlocuteurs, oui, institutionnels, qui peuvent être très avoir des discours très ambitieux sur le genre. Voilà. Après, il faut descendre un petit peu, je dirais, dans le détail pour voir concrètement qu'est-ce que ça veut dire en termes d'action et est-ce que ce discours et la stratégie qu'on peut nous exposer, parce qu'en fait, il y a quand même pas mal de pays qui ont des stratégies assez ambitieuses en matière d'égalité, en matière de prise en compte du genre, mais voilà, comment ça se décline concrètement dans les politiques et dans la mise en œuvre des projets. Okay, merci beaucoup Marie-Hélène. Maintenant, je vais passer à la question la plus likée, sachant que l'évaluation n'a pas du tout porté sur cette question, vu que c'était pas dans l'agenda, enfin en tout cas du CIT genre, mais donc je vous la lis, c'est la question de Benjamin Dambacli qui nous dit: est-ce que l'AFD pousse l'agenda LGBTIQ+, dans les zones géographiques qui le permettent, là où l'appui de projet en la matière n'assure pas une rupture diplomatique? Est-ce que la seule ambition de l'AFD est d'être une agence féministe et de réduire le genre à l'égalité femmes-hommes? Donc c'est la question un peu comment faire pour aller plus loin sur le genre et pas seulement les femmes et l'égalité femmes-hommes. Donc Philippe ou Marie-Hélène, si vous voulez répondre à cette question précise sur ce point. Merci. Je vais intervenir du coup, si vous le permettez. Merci pour cette question. En fait, on s'est posé la question, on avait combien de projets aujourd'hui, en fait, dont ce n'était pas exactement l'objectif principal, mais qui participaient à cette égalité. Et on en a quand même un ou deux, je dirais, par an qui traitent cette question. Maintenant, c'est vrai que dans les discussions qu'on peut avoir avec la société civile ou avec nos tutelles, on a vraiment envie d'aller plus loin sur cette question. Clairement, on a aussi des partenaires qui nous mobilisent et qui nous posent des questions et qui cherchent en fait à créer une espèce de coalition financière sur ce sujet-là. Donc, je dirais que dans un premier temps, on a un objectif, nous, de stabiliser sur les résultats de 2020, de 2021. Surtout après un agenda politique assez chargé. Et puis oui, on a pour ambition en tout cas de réfléchir, de rencontrer, de faire des benchmarks et d'adresser en fait le sujet à notre direction en 2022. Ok, merci beaucoup Philippe. Je suis en train de rechercher une question qui s'adressait plus particulièrement aux OSC. Donc je la recherche dans le chat, mais c'était une question qui disait que finalement, ce qui ressort de cette évaluation, c'est que le plus grand nombre de projets genre, c'est des projets avec la division OSC.
Et donc, je voulais passer la parole à Valérie là-dessus. Donc, si tu veux nous dire quelques mots de à quel point, justement, le partenariat de l'AFD avec les OSC était précurseur dans la question du genre et comment on développe ça maintenant dans toute l'AFD. Oui, merci Sylvie. On est ravis que le travail que notre division mène depuis maintenant plus de 12 ans et qui avait déjà été entamé avant le transfert de l'activité à l'AFD. Donc tout ce travail de dialogue sur lequel on a été fortement challengé par les ONG, notamment les ONG qui étaient les plus en pointe sur ces sujets. On est ravis effectivement que cela ait porté ses fruits et qu'on soit aujourd'hui on tire un petit peu la locomotive. Voilà, donc notre part, effectivement, est assez significative. Et nous, on a effectivement, depuis 12 ans, porté beaucoup d'attention, à la fois pour valoriser l'expertise des ONG, leur plaidoyer, et de voir comment aussi rebondir dessus, le diffuser au sein de l'AFD, profiter de ces retours d'expérience et de ces interpellations qui étaient tout à fait légitimes de la part des ONG les plus investis. Juste peut-être une petite nuance, c'est que si effectivement on a profité de cette expertise, de ce militantisme d'un certain nombre d'ONG qui étaient vraiment très compétentes et très investies sur ce sujet, il y avait encore beaucoup de faiblesses aussi dans le monde des ONG et force était de constater qu'un certain nombre d'ONG avaient encore du mal, il y a une dizaine d'années, à intégrer ces dimensions de genre. Et donc, on a tout de suite et très vite souhaité accompagner les OSC, profiter de l'expertise d'autres ONG et puis accompagner les ONG qui étaient plus faibles, qui avaient moins d'expertise pour justement les inciter à mieux intégrer ces dimensions-là. Et donc, on l'a fait dans une volonté de pédagogie, de progressive, de toujours dans le dialogue. On a effectivement petit à petit augmenté nos exigences dans la rédaction des documents, dans le dialogue qu'on pouvait avoir avec les ONG. Dans nos critères de sélection aussi, dans nos appels à manifestation d'intention de projet. Voilà, on a fait tout ce chemin-là, mais progressivement et toujours en visant beaucoup de pédagogie, toujours en s'attachant bien sûr à profiter de l'expertise de certaines ONG qui étaient très en avant sur ces sujets-là. Et puis, on a enfin accompagné, soutenu des dispositifs de formation, de sensibilisation qui ont été mis en place par un certain nombre de structures comme Coordination Sud, comme le F3E, pour évidemment compléter et accompagner les ONG qui voulaient progresser sur ces sujets. En tout cas, voilà, on est c'est vrai, plutôt content des résultats qu'on a portés depuis 10 ans avec un très fort investissement aussi de l'équipe de DPA-OSC. On s'est formés aussi les uns et les autres sur cette dimension qui n'allait pas de soi il y a 10 ans, qu'on avait du mal à appréhender. Et en tout cas, dans le dialogue, la qualité du dialogue qu'on a eu avec les ONG, ça a beaucoup servi à l'atteinte de ces résultats. Et on est content que ça ait permis de diffuser cela au sein de toute la maison. Oui, merci beaucoup Valérie. En fait, un des objectifs un peu cachés de cette évaluation et de son animation, on avait décidé de mettre dans le portefeuille qu'on étudierait à la fois les projets OSC et les projets plus classiques de l'AFD, donc des autres divisions techniques, en espérant qu'il allait y avoir aussi un petit transfert de savoir-faire, de communication autour de l'avance prise par la division OSC dans son accompagnement de ses partenaires sur le genre, vraiment essayer de profiter de cette évaluation plus dans une démarche d'apprentissage pour diffuser ça au sein de la DOE. Et je pense que les groupes de référence qu'on a tenus, les focus groups qu'on a tenus, toutes ces réunions qu'on a eues pendant 2 ans là, grâce à cette évaluation participative, ça a permis en tout cas à un certain nombre de collègues de l'AFD qui ne travaillent pas avec les OSC de découvrir ce que faisait plus largement la division OSC avec ses partenaires et de donner finalement des idées à tout le monde. Donc voilà, à mon avis, c'était une des valeurs ajoutées un peu cachées de cette évaluation. Je voulais rebondir sur un thème qui est celui de genre et climat. Est-ce qu'il y a une compétition entre les enjeux de genre et les enjeux de climat ?
Donc l'AFD est très connue pour avoir pris en amont de la communauté internationale les enjeux climat, s'être positionné dessus. Donc sur le genre, c'est un petit peu l'histoire inverse. On n'a pas été les premiers à se positionner sur cette thématique et on entend souvent des critiques du fait que c'est difficile de faire à la fois du genre et du climat. Et donc, on avait un peu ce constat qui ressortait dans l'évaluation, notamment dans la géographie Asie, où l'AFD est très, très positionnée sur le climat. Et on voit que c'est le département géographique sur lequel il y a effectivement le moins de projets genre. Donc là, il y avait une question qui disait, avez-vous réalisé des recommandations précises sur l'articulation des enjeux genre et climat dans les projets? Donc Karine a répondu, mais je me disais que Philippe, tu voulais peut-être aussi peut-être t'exprimer du point de vue de CLS là-dessus, sur ce qu'on fait aujourd'hui, sur ces enjeux croisés de genre et climat. Voilà, je te laisse la parole. Merci. C'est vrai que on s'est aussi posé la même question et que en tout cas que l'évaluation a souligné, et ça nous a interpellé également parce que on a quand même plusieurs sortes de personnes qui pensent que genre et climat vont pas du tout ensemble. Alors du coup, on s'est dit bon, où est-ce qu'on peut trouver l'information? Alors on a été chercher dans les statistiques et en fait on a regardé en fait si effectivement genre et climat allaient bien ensemble et si les projets climat avaient je dirais une notation suffisante en matière de genre, soit CAD1, CAD2, et inversement, on est allé voir dans le budget du genre et on a regardé en fait si les projets étaient compatibles avec 100% climat. Et il se trouve en fait que les deux matchent très bien ensemble et que même le côté adaptation nourrit bien même le côté social et le côté lutte contre les inégalités. Et donc, c'était important qu'on puisse présenter en fait cette mini recherche en interne parce que finalement, ça ouvre des perspectives intéressantes et ça montre qu'on est capable finalement de travailler sur plusieurs thématiques dans un seul groupe et d'arrêter je dirais, de travailler en silo sur des choses qui ne le méritent pas, sur une perspective un peu plus ODD. Et puis, c'est vrai qu'on s'est intéressé aussi à qu'est-ce que faisaient en la matière, en tout cas les banques publiques de développement et les autres bailleurs. Et puis, on a décidé de commencer à suivre les travaux avec d'autres partenaires internationaux sur cette thématique pour aboutir à des évaluations terrain et pourquoi pas plus tard à des projets co-bailleurs sur le terrain. Voilà. Ok, merci beaucoup Philippe pour cette précision parce que c'est vrai que c'est vraiment intéressant donc cette recherche que vous avez fait récemment et qui permet de sortir un peu de cette compétition qui n'en est pas une. Donc puisque tu avais la parole, je te la relance. Pour cette question, la dernière qui a été posée, donc comment cette évaluation va-t-elle informer la nouvelle stratégie genre de l'AFD? Est-il possible de donner plus d'éléments sur le processus, modalité, temporalité de redéfinition de cette nouvelle stratégie? Je vous laisse compléter si je ne suis pas tout à fait exact. Donc, en fait, ce qu'il faut là comprendre, c'est que l'AFD, c'est une agence qui travaille au service de la France. La France a une stratégie internationale pour l'égalité entre les femmes et les hommes qui court jusqu'à 2022. Donc, nous, on est, en tout cas, AFD, un des principaux opérateurs de la mise en œuvre de cette stratégie. Derrière, il y a un mini plan d'action qui a été fait pour finalement mettre en œuvre en tant qu'agence en fait cette stratégie internationale et qui arrive là en fait pratiquement au début de son évaluation. Donc on assiste plutôt là à des grandes réunions interministérielles avec toutes les agences sur l'évaluation de cette stratégie internationale et on commence à penser l'avenir. Et l'avenir va se penser en fait sur la mise en place d'une nouvelle stratégie en la matière qui on pense de toute façon sera ambitieuse. Et puis d'autre part, pour nous, ça sera l'occasion de mûrir et d'établir un véritable plan d'action interne en lien avec ces nouvelles stratégies, chose qu'on avait, je dirais, un peu moins fait lorsque la stratégie internationale de la France avait été publiée.
Ok, merci beaucoup Philippe. Il y a beaucoup de questions, donc merci, merci pour votre intérêt vraiment et votre curiosité. Alors, j'en ai une, mais j'en vois que la moitié là, sur la place de l'accompagnement des collectivités sur ces questions, notamment à travers la budgétisation sensible au genre. Donc, on a une question voilà, qui demande comment l'AFD accompagne les collectivités, je pense les collectivités locales, sur le genre, notamment à travers la budgétisation sensible au genre. Donc là, c'est peut-être l'occasion de dire un mot ou deux sur l'approche ou l'expérience de la RFD en appui à la budgétisation sensible au genre. Donc je ne sais pas si Marie-Hélène, tu veux dire quelques mots là-dessus, sur le Maroc notamment. Bon, on n'est pas sur un projet collectivité locale, mais peut-être qu'il mérite d'être cité. Oui, alors effectivement, là pour le coup, sur le sujet plus spécifique collectivité locale, je ne sais pas si Philippe, tu as des exemples en tête, et à mon avis, ce serait plus effectivement comment, lorsqu'on finance les municipalités, comment cet enjeu est pris en compte. À ma connaissance, on n'a pas fait de projet de budgétisation sensible au genre dans le cadre de prêts en faveur des collectivités, mais je n'ai pas forcément tout en tête, je peux me tromper. Au Maroc, effectivement, oui, on a signé un prêt avec un prêt, un financement budgétaire sur de budgétisation sensible au genre, qu'on a d'ailleurs accompagné d'une assistance technique qui était mise en œuvre avec ONU Femmes. Et en fait, c'était un projet intéressant parce que d'une part, c'était très transversal, et d'ailleurs, dans la façon dont on l'a structuré, on était essentiellement sur des indicateurs de moyens, puisque dans ce type de prêt, en fait, on verse les fonds à partir du moment où un certain nombre d'indicateurs sont respectés. Voilà. Et là, on était vraiment sur quelque chose de très transversal et de très structurant, puisque on amenait vraiment l'ensemble des ministères et tout le processus budgétaire à se structurer en incluant du coup un process qui permettait d'avoir des données et d'avoir des impacts des budgets sur l'égalité femmes-hommes. C'était intéressant également de par la coopération avec ONU Femmes. On espère pouvoir dupliquer ce type d'opération dans d'autres pays. Et puis, et puis j'allais dire presque à titre de retour d'expérience pour nous, dans la mesure où on était sur quelque chose qui était au Maroc assez ambitieux et qui peut clairement, typiquement, je parlais tout à l'heure de comment en tant que bailleur on peut dialoguer avec nos partenaires en montrant des choses qui peuvent marcher. Ce genre d'expérience, c'est grâce à l'évaluation qu'on pourra en faire un petit peu plus tard, qu'on pourra peut-être arriver, en proposant ce type de solution à d'autres gouvernements. D'ailleurs, je rebondis donc sur une question de Camille Letuc qui nous demande ça. Avez-vous des recommandations sur l'intégration du genre dans les prêts de politique publique? Donc, je pense que c'est un peu dans ce même ordre d'idées. Donc, peut-être cet exemple du Maroc. Et Philippe, je ne sais pas si aujourd'hui on commence à réfléchir, il me semble, dans certains pays, avoir un dialogue de politique publique sur le genre. Oui, on a plusieurs exemples là. Donc, on a effectivement, comme Marie-Hélène l'a indiqué, on a aussi en tout cas le deuxième volet d'un projet budget sensible au genre qui aurait aussi vocation à se déployer sur le territoire. Donc, ça peut être intéressant sur la deuxième volet. On a des bonnes discussions aujourd'hui en Jordanie et je crois qu'en Tunisie ou en Turquie. Et puis, on a fait, donc, avec la Banque mondiale, un autre projet côté Balkans. Donc, finalement, c'est beaucoup d'apprentissage de notre part parce qu'on n'était pas tous outillés et préparés à ça. Ça nous permet quand même de montrer que c'est possible et que c'est très intéressant. Et pour ça, en fait, les relations avec les États sont extrêmement intéressantes parce que on se rend compte, c'est pas qu'elles ne veulent pas, c'est qu'elles n'ont pas les informations, qu'elles n'ont pas les statistiques. Même si elles ont la volonté. Et donc, c'est là où l'assistance technique est très, très intéressante parce que
on apporte en fait toutes les données pour que les décideurs politiques prennent les décisions. Et puis, finalement, à l'échelle de l'AFD, continuer à faire ce genre de projets qui sont quand même assez chronophages, qui prennent beaucoup de temps parce que c'est beaucoup de dialogue, c'est beaucoup de préparation, c'est beaucoup de discussions sur des matrices de politique publique. Ça reste quand même quelque chose de très positif à souligner. Et généralement, on est plutôt à la recherche de partenaires pour pas le faire tout seul, qui ont aussi les reins solides et qui vont nous permettre en fait d'aller plus loin. Et peut-être pour compléter la réponse de Philippe, en termes de financement budgétaire et de prêt de politique publique, donc on a ces projets qui sont vraiment spécifiquement sur les processus budgétaires, mais on fait également, on commence à faire également des financements budgétaires et des prêts de politique publique qui peuvent porter, et ça rejoint un petit peu la question de tout à l'heure sur genre et climat, qui peuvent porter, par exemple, au Costa Rica récemment, on a approuvé un prêt qui vise à financer le plan de décarbonation du pays, avec des interventions sur la gestion des déchets solides, la construction durable, etc., mais qui inclut également un volet transversal de prise en compte du genre dans ce plan de décarbonation. Et ça aussi, je pense que c'est un exemple dont on pourra s'inspirer dans d'autres pays pour transversaliser cette question. Et typiquement, quand on parle de cette question, est-ce que genre et climat sont conciliables? Oui, bien sûr, et on voit que de plus en plus, on a besoin de prendre en compte ces enjeux et qu'on peut les inclure dans nos dialogues de prêts budgétaires. Voilà, on a encore le temps de prendre quelques questions. Donc, il y en a une que je voulais passer à Nathalie Le Danemas. Donc, c'est une des premières questions posées là, par Haroun Moussa qui dit « Quels sont les outils développés pour veiller à la prise en compte du genre dans les projets de l'AFD ?» Donc là, bien sûr, on vient de vous présenter les résultats de cette première évaluation de stratégie. Mais en parallèle, on a aussi déployé d'autres outils, notamment par le biais de nos évaluations décentralisées et d'une capitalisation qu'on a fait sur ces évaluations décentralisées. Donc là, Nathalie, si tu veux répondre là-dessus, je te passe la parole. Oui, merci. Donc, c'est vrai que tout comme la prise en compte du genre dans les projets de l'AFD, on a bien vu à travers cette évaluation, a vraiment beaucoup progressé. Alors, on n'est pas encore arrivé, on a encore des challenges devant nous, mais on voit que la stratégie a mis du temps à s'implanter, mais qu'elle est bien partie. Sur l'évaluation, c'est pareil. L'évaluation, on a fait une petite capitalisation à partir de 120 évaluations de projets et on a vu que entre 2014 et 2018 vraiment les évaluations prennent de plus en plus en compte, sont sensibles au genre dans les évaluations. Donc tous les résumés d'évaluation sont en ligne. Pour ce qui est évidemment des évaluations à champ large, là comme sur celle-ci, vous l'avez aussi en ligne en intégralité, tout le rapport complet. Et puis on a aussi évidemment à l'avenir dans notre programmation, je crois que cette évaluation a été un temps fort de l'apprentissage à l'interne pour l'AFD. Je crois que Elisabeth Hoffman l'a mentionné en tout début. Ça a été une évaluation très, moi je dirais plutôt collaborative que participative, puisque finalement elle était plus collaborative à l'interne de l'AFD, et donc ce qui nous a permis de vraiment propager, que les messages, recueillir aussi tous les messages un peu à tous les niveaux de l'institution, donc extrêmement collaborative. Et donc on va évidemment continuer, alors peut-être avec des évaluations qui prendront plus en compte vraiment les résultats opérationnels, les impacts vis-à-vis des femmes. C'est toujours très difficile de courir et à la fois l'apprentissage et à la fois la redevabilité. Donc cette évaluation était clairement tournée apprentissage. Là, on envisage, mais bon, la programmation n'est pas encore sortie, mais c'est vrai qu'on envisagerait des évaluations sur la prise en compte du genre, enfin sur les résultats en termes de genre dans les infrastructures, dans les projets d'infrastructure.
On a pu voir récemment sur, par exemple, 2 tramways au Maroc, 2 projets de tramways financés par l'AFD, à quel point, en termes de lien social, ces projets pouvaient répondre, et notamment sur la sécurité des femmes dans les transports urbains. Donc voilà. Et effectivement aussi, il y a eu quelques questions par rapport au côté du niveau d'éducation des femmes aussi, dans des zones qui peuvent être un peu reculées. Et on a en cours déjà une évaluation sur la prise en compte, sur les résultats en termes de genre dans l'éducation primaire et secondaire dans le projet financé par l'AFD sur ce volet-là. Donc voilà, j'ai envie de dire qu'on est c'est la prise en compte du genre dans l'évaluation, dans les outils qui permettent de voir un peu nos résultats. Ça a été commencé avant, on a une grosse progression. Donc, et puis, eh bien, ça va aussi continuer. J'ai vu qu'il y avait pas mal de questions aussi sur le partage des outils. Et c'est pour ça que j'ai insisté sur le fait que toutes les évaluations sont en ligne, parce que on peut considérer aussi que ce sont peut-être tous ces résumés d'évaluation, ou bien celle-ci peut aussi bénéficier à d'autres ONG qui peuvent s'inspirer un peu du travail réalisé, en tout cas s'appuyer dessus. Merci. Bien, merci beaucoup Nathalie. Thomas, je ne sais pas si tu veux dire un mot. J'ai vu que tu avais fait une réponse par écrit sur une formation de type MOOC sur le genre. Si tu veux en parler, prendre juste une petite minute pour parler de ça ou compléter sur ce thème. Ça me paraît intéressant d'annoncer les outils de formation qu'on va mettre à disposition sur ce thème. Peut-être oui. Alors bonjour à toutes et à tous. Simplement signaler que d'autres campus travaillent avec Expertise France sur la réalisation d'un MOOC, donc un cours en ligne pour permettre aux institutions, ONG, institutions publiques, privées, qui veulent travailler sur ces thématiques, de les intégrer. Alors je dis c'est un peu un teaser puisque ça ne sortira que dans quelques mois. Néanmoins, je le signale. Peut-être également, je réponds à une question qui n'a pas été posée, mais tout à l'heure, vous avez été présenté la prise en compte du genre par division technique, c'est-à-dire par grand secteur. Et vous avez vu que dans les divisions sociales, éducation, santé, par exemple, il y avait plus de projets qui prenaient en compte le genre et que c'était moins vrai dans d'autres divisions. Je rappelle quand même pour tous les participants que l'AFD fait à la fois du don et du prêt. Donc, on va avoir évidemment, lorsqu'on est sur une utilisation du don par l'AFD, une possibilité plus grande d'être plus ambitieux, ce qui veut dire aussi qu'on vient quand même avec un agenda institutionnel, mais en tout cas des objectifs plus ambitieux en matière de réduction des inégalités entre les femmes et les hommes. Et c'est moins vrai lorsqu'on est sur une offre sous forme de prêt, où là, la volonté de l'emprunteur, qui est aussi un client de l'AFD, va être prédominant. Donc, ce que vous voyez, ce n'est pas nécessairement le reflet d'un désintérêt de telle ou telle équipe pour les sujets d'égalité. C'est aussi une réalité qui est, et ça a été rappelé à la fin de l'évaluation, que la nature du produit financier, que ce soit un don ou un prêt, c'est évidemment pas la même chose, va avoir des conséquences directes. Une conséquence peut être, ça a été dit, que sur les dons, plus de dons permet de faire plus de choses en matière de genre. Ça, c'est une évidence, donc on ne peut qu'être d'accord. Un deuxième effort quand même important pour la maison, c'est de se demander comment, y compris sur des prêts, lorsque c'est plus difficile, lorsque la motivation de l'emprunteur, est la clé du bon succès, lorsqu'on est là pour répondre à sa demande, comment est-ce qu'on peut malgré tout faire des progrès. Donc, je restitue comme ça parce que évidemment, cette grille de lecture peut permettre d'expliquer pourquoi sur certains secteurs, on a été plus vite, aussi parce qu'on avait des moyens en réalité plus importants, et sur d'autres, dans un contexte qui est absolument différent. Et je rebondis, c'était dit, je crois, par une participante marocaine, évidemment, l'AFD va répondre à des demandes qui sont formulées et à des projets qui sont formulés directement sur nos territoires d'intervention. Donc, ayons bien ça en tête, parce que ça va nécessairement conditionner les étapes suivantes et la manière dont on peut encore faire mieux demain. Oui, merci beaucoup Thomas pour cette précision et pour aller plus loin sur les exemples où on arrive à faire des prêts en faveur du genre. Une des 3 études de cas de l'évaluation, donc la ligne de crédit envers la banque turque TSKB, c'était un prêt non concessionnel avec un partenaire qui était très motivé pour
mettre en place une stratégie genre et grâce à des études réalisées et au dialogue avec l'AFD, ça a pu se faire finalement sur un concours qui mobilisait pas ou alors vraiment un montant extrêmement faible de subvention. C'était plutôt un petit budget d'études. Donc ça montre que quand on est finalement avec le bon partenaire et qu'on a un bon niveau de dialogue, c'est pas toujours la subvention qui permet d'avancer. Et c'est peut-être une des valeurs ajoutées de l'AFD aussi, d'avoir cette capacité, plein d'outils financiers différents et de réussir, parfois là on l'attend pas, à faire des projets genre. Donc je suis désolée pour les gens dont on n'a pas pu prendre la question. Parce qu'il y en a eu vraiment beaucoup. Donc j'ai fait ce que j'ai pu. Je me suis appuyée sur les questions qui étaient les plus likées pour vous les distribuer. Donc désolée d'avance aux quelques questions auxquelles on n'a pas pu répondre, mais malheureusement on est limité par le temps. Et je vais redonner la parole à Marie-Hélène. Je vous remercie vraiment à tous pour vos réponses, votre participation. Et je redonne la parole à Marie-Hélène pour quelques mots de conclusion. Merci Sylvie et merci à tous de votre intérêt pour le sujet de votre participation. Peut-être juste en quelques points pour vous dire. Alors d'abord, charité bien ordonnée commence par soi-même. Je crois que ça a été évoqué par un des participants, mais bien évidemment en interne, on a également une politique de responsabilité sociale et environnementale qui nous amène à développer des politiques et des actions spécifiques en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Ça fait l'objet d'un accord avec les partenaires sociaux et ça a été reconnu très récemment par l'obtention du label AFNOR sur l'égalité professionnelle femmes-hommes. Voilà, donc là aussi, bien sûr, c'est à la fois la reconnaissance d'une démarche qui a été commencée il y a quelque temps, des résultats obtenus, mais surtout, comme j'allais dire à chaque fois dans ces démarches de certification, la reconnaissance aussi d'un processus et évidemment d'actions qui se poursuivent pour continuer à progresser à la fois sur le recrutement, les carrières, les rémunérations, la lutte contre les discriminations, etc., etc. Mais en tout cas, c'était important de poser cette brique. Deuxième réflexion, c'est que je crois que ce que montre bien l'évaluation et notre discussion, c'est que finalement, on est vraiment, on a besoin de mettre en place toute une filière pour, je dirais, décliner nos ambitions en matière d'égalité femmes-hommes. Et là aussi, les recommandations le montrent bien. Voilà, on part de la stratégie, du portage managérial, et puis ensuite les formations, les projets, les outils, etc. Et c'est clairement ce qu'on s'emploie à faire avec la stratégie, comme Philippe l'a dit. Bien sûr, on ne s'est pas arrêté à la stratégie 2014-2017. Ça a été poursuivi à la fois dans la stratégie globale post-4, qui a défini un nouveau pilier 100% lien social. Et ça, pour l'AFD, c'était en fait assez fondateur parce que on en a parlé, le climat pendant très longtemps a été au cœur de nos ambitions. On avait été très pionniers sur le sujet, mais voilà, effectivement, le genre pendant longtemps et globalement, j'allais dire, les enjeux sociaux ont été sans doute moins portés et moins mis en avant. Et finalement, avec notre stratégie, ce qu'on appelle le post-4, et le fait d'affirmer cette ambition 100% lien social, donc voilà, que toutes nos activités permettraient de contribuer à ça, ça a permis vraiment de remettre cet agenda genre plus haut dans l'agenda stratégique et du coup également un portage évidemment au plus haut niveau beaucoup plus fort. Sur le plan stratégique, finalement, les enjeux pour nous à venir, et on est en train de travailler sur un nouveau projet stratégique, ça va être un petit peu ce qu'on a discuté, c'est-à-dire voilà, il faudrait pas qu'on se dise tiens, on a deux piliers, climat et puis social, et puis de temps en temps on fait du climat et de temps en temps on fait du genre où on adresse des enjeux sociaux. Voilà, on est dans cet objectif de dire finalement on veut que l'ensemble de notre activité puisse permettre l'atteinte de l'ensemble des ODD et d'y contribuer. Donc, il faut qu'on arrive de plus en plus à concilier ces différents objectifs, donc climat et genre, mais pas seulement, ça peut être aussi genre et paix et un certain nombre d'autres objectifs transversaux et sectoriels. D'autre part, dans nos réflexions stratégiques, on voit que toutes les questions
d'inégalité et de droit deviennent de plus en plus criants. Enfin, c'est à la fois le cas, je dirais, depuis la crise financière de 2008, parce que voilà, on voit que dans le monde, de façon générale, ces questions d'inégalité prennent de plus en plus d'importance. Et évidemment, depuis la crise sanitaire, ça n'a fait qu'accentuer cette situation, et en particulier, effectivement, entre les femmes et les hommes. Et donc, ça nous amène aussi à réfléchir à comment on peut davantage prendre en compte et expliciter dans nos objectifs ces enjeux d'inégalité de façon plus générale, et en particulier, mais pas seulement, hein, ça fait partie des questions qu'on a eues entre les femmes et les hommes. Donc ça, c'était pour la partie, enfin voilà, quelques réflexions, je dirais, sur la partie stratégique et un petit peu sur les perspectives dans nos réflexions stratégiques. Et peut-être en termes de pour revenir un petit peu à ce que je disais sur la filière qui se met en place, on commence par la stratégie, on décline effectivement avec des outils. Vous avez rappelé l'importance de la formation, de la sensibilisation, et vous le disiez, ben voilà, SIDA, en fait, ils se sont dit finalement c'est un effort perpétuel, hein, on n'est jamais au bout évidemment de cet effort de sensibilisation et de formation. Et puis vous avez dit à juste titre, en fait, il y a vraiment un chaînon qui était manquant dans tout ce réseau, c'est le maillon agence. Et aujourd'hui, ce qu'on fait effectivement, c'est de mettre en place finalement ce réseau de compétences en s'appuyant bien sûr sur des gens qui sont plus experts sur la question. Et quelque part, ces experts, enfin voilà, on a parlé du manque de ressources, il n'y en aura jamais assez évidemment, et d'autant plus si on veut que cette question devienne de plus en plus transversale. Et donc, il faut que ces experts, ils soient en mesure de s'appuyer sur un réseau. Donc, c'est ce qui a commencé à être fait, hein, avec les référents genre qui ont été mis en place dans les équipes sectorielles, mais également en agence. Et là aussi, en termes de, j'allais dire, de frontières, de nouvelles frontières pour nous, ce qui va être important, on a mis en place, en fait, on a régionalisé notre réseau, donc on a mis en place des directions régionales, donc on a maintenant 17 directions régionales qui chapeautent l'ensemble de notre réseau de 85 agences. Et ce qu'on veut, c'est que dans ces directions régionales, en fait, on puisse avoir des personnes qui sont des experts du genre. Alors, peut-être pas dans les 17 DR, mais voilà, c'est toujours des choix cornéliens, il faudra faire des choix. Voilà, mais pour qu'on puisse, et ça rejoint notre discussion de tout à l'heure, si finalement on se dit que la priorité, c'est bien le dialogue avec nos clients, avec nos partenaires, pour comprendre les contextes, les attentes, etc. Et puis être voilà, aussi dans notre rôle de plaidoyer et de conviction, bah, il faut qu'on ait des gens qui soient à la fois des experts du genre, mais qui soient aussi sur le terrain pour voilà, être imprégnés, je dirais, à chaque fois des spécificités culturelles, sociales, et puis des enjeux propres, évidemment, à chaque région ou à chaque pays. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va s'attacher à faire pour compléter, je dirais, ce réseau de compétences qui se met en place. Voilà. Et puis peut-être le mot de la fin, si l'on peut dire, hein, là aussi dans l'évaluation, bon, il a été mis en avant le manque de portage de ces objectifs. Alors d'une part, je pense que quand même depuis 2017-2018, y compris à plus haut niveau, cet objectif genre a été beaucoup plus porté. Et puis bien sûr, vous pouvez compter sur moi pour porter ces enjeux au plus haut niveau. Et puis bien sûr sur l'ensemble des équipes, hein, qui sont très fortement mobilisées sur ces enjeux. Donc un grand merci à l'équipe qui a travaillé sur cette évaluation, à la fois chez les consultants et puis en interne, hein, Sylvie l'a rappelé, ça a pris du temps, mais ça montre bien le travail qui a été fait très en profondeur, et je suis sûre que ça va porter ses fruits, et notamment dans les prochains travaux stratégiques auxquels on va s'atteler. Merci à tous. Merci beaucoup Marie-Hélène pour ces mots de la fin. Eh ben, rien d'autre à dire que de vous remercier tous à nouveau pour votre participation, pour vos questions. Et puis on était ravis d'inaugurer donc ce format d'enquête d'évaluation avec la stratégie genre de l'AFD. Et vous pouvez suivre les nouveaux événements qui auront lieu sur le site internet de l'AFD dans l'onglet événements. Voilà, je vous souhaite une belle soirée à tous et puis une bonne rentrée, et à nouveau à bientôt sur des enjeux de genre. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci à tous.